pas dans un quinquennat, mais en tout cas dans une présidence. Oui, on peut se dire que la chance légendaire de Deschamps a déteint sur Emmanuel Macron à son propre bénéfice. Ensuite, après, moi, je suis moins convaincu par son rôle. J'ai trouvé que son rôle était plus adapté en 2018, quand il était plus en retrait, que là, il se met plus en avant. Trop. Je pense qu'il se met trop en avant et c'est lié à deux éléments. Je pense que le premier, c'est qu'il n'est pas dans la même situation qu'en 2018. En 2018, il faut se rappeler qu'on arrivait avant les Gilets jaunes et qu'il avait une baraka incroyable. On était encore dans l'état de Voilà, grâce. dans l'état de grâce. Il y avait 3 jours après, il y a l'affaire Benalla quand même. Tout à fait. Ouais. Donc il allait très bien. Donc c'est normal qu'il n'ait pas besoin de bénéficier d'une victoire de l'équipe de France pour sa propre cote de popularité. Là, il affronte petit à petit les zones dangereuses parce qu'il affronte à peu près les zones, que moi j'appelle la zone de la spirale de la loose à 33%. Ma théorie, c'est que quand on est en dessous des 33%, on est inévitablement en incapacité de gouverner et qu'on peut plus se redresser surtout, hormis crise exceptionnelle. Et C'est donc, le typhon, c'est voilà. Et c'est le truc de la baignoire, c'est ça. Et on va me demander quand l'eau commence à faire ça. On va me demander pourquoi 33% spécifiquement, parce qu'en fait 33% c'est le moment où quand vous vous retrouvez à table en dîner de famille ou quoi que ce soit, vous vous retrouvez toujours à 1 contre 2, et souvent en fait la personne se démobilise et arrête d'être supporter en se disant il y a peut-être un problème sur mon choix préféré parce qu'il est plus en état de soutenir quoi que ce soit. Et c'est très imagé, hein, on discute beaucoup à table chez les thés. Ah, mais pas que. Donc on a expérimenté ça comme scénario. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à battre ce scénario, c'est Emmanuel Macron, mais à la faveur de la crise Covid, juste avant la réforme des retraites, juste après la réforme des retraites. Et pour moi, c'est ça le point essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, comme il sait qu'il est dans une zone de turbulence incroyable d'un point de vue politique, il n'a pas de majorité absolue, il est dans un risque de dissolution, sa première ministre ne fait pas écran et même l'entraîne avec lui dans sa chute, et ben il utilise son rôle et le potentiel victoire de l'équipe de France pour se l'accaparer politiquement. Et je trouve que ça fait toujours mauvais genre, historiquement, de mélanger le sport à son propre bénéfice politique. Benjamin Morel. Pour ce que dit Benjamin sur les problèmes qu'affronte Emmanuel Macron, c'est que le récit fait par le gouvernement depuis le début de l'année, c'est qu'à chaque fois, et même pendant la crise sanitaire, c'est pas notre faute. C'est la faute du monde, c'est la faute de la crise, c'est la faute des gouvernements précédents. Bon, cette fois-ci, c'est lui qui est sortant, à mesure où c'est lui qui a porté le quinquennat précédent. On le dit plus, là. Mais il ne peut plus dire ça. Et puis surtout, tout le narratif était que en fait, l'inflation n'était pas des choix français et des problématiques françaises structurelles à cause des taxes très importantes, etc., mais uniquement à cause de la guerre en Ukraine. Et à partir du moment où le récit et le scénario d'une guerre en Ukraine qui s'enlise et qui dure beaucoup plus longtemps que ce qui était annoncé a commencé à faire comprendre aux Français qu'en fait les problèmes énergétiques, les problèmes économiques, les problèmes d'inflation ne relevaient pas uniquement de phénomènes extérieurs, mais qu'il y avait un coupable désigné qui était le gouvernement et le président de la République. En l'occurrence, on peut parler des choix qui ont été faits sur le nucléaire, auquel on peut retrouver un vieux tweet d'Elisabeth Borne qui se félicitait de la fermeture de Fessenheim, comme de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe ou même Emmanuel Macron. Pour vous prenez tous ces éléments-là qui sont liés, les Français commencent à se retourner vers celui qui juge responsable de leur situation, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et pour poursuivre ce que disait Benjamin Morel, parfois ça arrive traditionnellement qu'on reporte des choix des présidents de la République ou des premiers ministres alors qu'ils ne sont pas vraiment responsables. Là, petit à petit, avec l'ouverture de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur l'énergie, et ce qu'on commence à comprendre du phénomène de l'inflation, donc le phénomène d'inflation n'est pas dû uniquement en raison de la guerre en Ukraine, mais en raison du fait que les gouvernements n'ont pas préparé la relance de la demande au sortir de la crise Covid et n'ont pas préparé l'appareil productif français, qu'importe les promesses d'Emmanuel Macron, grandiloquent le 14 juillet 2020, France, qui avait dit le plan 2030. Même il avait dit préparez-vous, après la crise du Covid, ce sera le nouveau jour, ce sera le nouveau CNR, tout va être relancé, je vais être le nouveau général de Gaulle, je vais relancer l'appareil productif et la souveraineté française. On dit que c'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance, et donc les gens commencent à se poser des questions tout à fait légitimes, et que Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout, mais il a une part de responsabilité non négligeable dans ce qui se passe. Juste une petite chose, la vraie question, William T, c'est quoi? C'est qu'on joue la montre, on essaie encore de retarder, de tendre l'arc? Moi, j'essaie toujours de respecter les... On attendait ce qui est tombé tout à l'heure, c'est-à-dire le budget définitif 2023, où on savait de toute façon qu'il allait passer? Moi, j'essaie toujours de m'appliquer une règle, c'est l'état de grâce pour un président ou une présidente nouvellement élue de 6 mois. Je pense qu'il a fait une erreur dramatique sur la réforme des retraites. Je me rappelle m'être déjà retrouvé ici pour dire qu'il fallait faire passer la réforme des retraites avant l'élection de LR. Et je pense que là, il est en train de louper le coche. Et je pense qu'il n'est pas exclu qu'on ne voit jamais la réforme des retraites passer, dans la mesure où, maintenant qu'on a un nouveau président de LR qui tient des positions sans ambiguïté à l'encontre du président de la République, donc d'Emmanuel Macron, et on voit bien que la déclaration du président de groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix,
va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que LR, qui était pourtant donc, le parti... Marleix, c'est le ventriloque de Ciotti ? Je pense que ce sont tous les deux les ventriloques de Laurent Wauquiez. Oui, et que cette phrase à la sortie de Matignon, lors justement de la rencontre avec Elisabeth Borne des chefs de réunion de groupe, c'était pas anodin. Moi, je pense plutôt 63, c'était pas anodin. Non, je pense que c'est une tactique qui est mise en place. Ce sont les deux soutiens de Laurent Wauquiez, explicite, et donc du coup Laurent Wauquiez est le véritable patron des Républicains, et je pense qu'il attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir soit reprendre le pouvoir à travers une dissolution, mais en même temps il n'aimerait pas trop que Macron dissolve rapidement, mais surtout qu'Emmanuel Macron et la Macronie soient dans un mauvais état en 2027 afin de récupérer la mise en 2027. C'est marrant que vous remettiez encore la dissolution sur le tapis. Je croyais que c'était totalement intéressant. Moi je pense qu'il faut pas l'exclure à une seule condition. C'est au moment où le groupe LR dépose une mention de censure sur n'importe quel texte ou sur n'importe quel cas d'actualité. De ce que je sais, je pense que Benjamin a récolté à peu près les mêmes données que moi, ou les mêmes avis, c'est que la LFI et le Rassemblement national vont voter la motion de censure déposée par LR, quelle qu'elle soit, et qu'importe le motif que ce soit. C'est-à-dire qu'on verra LFI porter un texte en abattant les dépenses publiques, le poids de l'État, mais c'est pas grave, tout ce qu'ils veulent, c'est détruire le président de la République. Et je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû faire passer sa réforme des retraites en amont. Je pense qu'il a eu peur, mais que le meilleur moyen de le faire passer, c'était via un amendement à travers le PLFSS, donc le projet de loi de finances de sécurité sociale, reportant l'âge directement, parce que dans ce cas-là, LR n'était pas en état de déposer une motion de censure en vue d'éviter une débâcle. Là maintenant qu'il commence à se reconstituer et à reprendre des forces à travers un chef unanimement lié, eh ben, ils vont se dire autant y aller directement, et cette fois-ci on a une chance de marquer des buts. L'amendement via le projet de loi de financement de la Sécu, ça a été d'ailleurs un inside suite à un dîner de l'Élysée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là vous ne parlez pas non plus d'une retraite qui aurait dû passer il y a d'une réforme qui aurait dû passer il y a 3 mois. Moi ce que je dis c'est qu'il fallait le faire passer avant l'élection de LR. Benjamin Morel. Oui mais attention, c'est-à-dire que Gérald Darmanin est en Algérie, William T. Oui, parce qu'il y a un point essentiel que les gens doivent comprendre sur les phénomènes migratoires. C'est qu'on parle souvent des mêmes sujets, l'immigration légale, donc les fameux permis de travail qu'on accorde aux Français, aux travailleurs, aux groupements familiales, aux étudiants, etc. Mais le véritable souci de l'immigration, c'est pas celle-ci, parce que à la rigueur, c'est l'immigration à peu près qu'on choisit, ou en tout cas qui est certifiée par une préfecture ou par un ministère, et qui dit, en gros, vous pouvez venir en France parce qu'on a besoin de vous, parce que vous correspondez à des qualités que recherche la France. Le problème, c'est l'immigration illégale. Et sur tous ces points-là, et même une partie de l'immigration légale, tout se joue sur les 3 pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie, auxquels la France a des accords bilatéraux depuis longtemps. Et le sujet qu'on a depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est comment révoquer ces accords bilatéraux pour pouvoir réexpulser plus facilement les personnes en situation irrégulière ou même en situation régulière, mais qu'on ne voudrait plus sur le territoire national, parce que dans la mesure où ces pays-là ne veulent pas les reprendre, et ensuite après, quand il y a un conflit diplomatique, utilisent à peu près des arguments qui sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire la France est de retour de l'époque coloniale. Donc Darmanin a raison d'y aller. Mais seulement s'il y va, c'est pour obtenir des résultats sur le projet de loi immigration. Or, il est peu probable qu'au vu des liens qu'entretiennent la France et notamment Emmanuel Macron avec le gouvernement d'Alger, il est très peu probable qu'il lui accorde un résultat positif. Donc chou blanc comme Emmanuel Macron et comme Elisabeth Borne. Mais je ne vois pas ce qu'il pourrait promettre de différent à l'égard du gouvernement d'Alger dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Mais alors il occupe le terrain ? Non, Darmanin, il a compris que, comme Emmanuel Macron, que les Français sont tellement insatisfaits de l'offre politique qu'ils sont même contents quand les politiques essaient ou font semblant d'essayer. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple. Emmanuel Macron, sur la scène internationale, je trouve, n'a pas réussi grand-chose, a même un bilan qui est plutôt négatif. Il a d'autres succès en termes d'image, etc. Mais sur la scène internationale, en termes d'action concrète au niveau européen, dans notre relation avec les Américains, notre relation avec les Chinois, dans notre relation avec les pays du Moyen-Orient et les pays d'Afrique. Mais il a essayé et les Français et avec Trump et avec Biden. Voilà, il a toujours essayé. Et ensuite, les Français, ce que montrent les sondages auprès d'Emmanuel Macron, c'est que lors de la dernière élection présidentielle, il est celui capable de mieux porter les sujets français dans la mesure où, même si la France est en déclin, lui au moins elle mérite d'essayer de tenter quelque chose. Donc il est récompensé pour son opiniâtreté. Exactement. Et comme il est nouveau, il est jeune, ses qualités... de moins en moins maintenant. De moins en moins. Et ses qualités s'appliquaient dans un premier mandat et sur le fait d'un personnage qui venait pas sur la scène politique traditionnelle. Et je pense que c'est là où Darmanin commet une erreur, c'est qu'il pense que tout le monde peut être Macron. Mais non, Macron a un phénomène, un récit qui est différent des autres. Il vient pas du monde politique actuel, alors que Gérald Darmanin incarne quasiment le vieux roublard en politique. Et je ne pense pas, ne sera pas crédité des mêmes qualités que d'Emmanuel Macron. Benjamin. Et les filles ensuite ? William T.
Moi, je trouve que on peut toujours. Moi, je suis toujours partisan d'être dans celui qui ne sanctionne pas les politiques lorsqu'ils sont toujours présumés innocents et lorsqu'ils ne sont pas condamnés. Seulement, je pense que ce qui est plus important en politique, c'est la cohérence entre les paroles que vous tenez et les actions que vous menez. Là c'est quand même au lendemain de la condamnation. Oui, justement, Ouais. je pense que son effet est double, c'est-à-dire que même en plus d'une condamnation qui s'est prise, Adrien Quatennens a porté des positions particulières qui étaient dans le cadre de la NUPES, donc portées notamment par Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, etc., sur les violences faites aux femmes. Et donc, à partir du moment où Adrien Quatennens rentre en contradiction avec les paroles qu'il a tenues et le programme qu'il a tenu, il s'est lui-même mis en contradiction avec ses électeurs. Et normalement, lorsque vous changez de ligne, traditionnellement, c'est pour ça qu'on provoque une dissolution, c'est que vous retournez devant les électeurs pour faire approuver votre changement de ligne et votre changement de position pour qu'il soit de nouveau approuvé par les électeurs. Et je trouve que... Je trouve que depuis le 17 juin 1789, il n'y a plus de mandat impératif. C'est-à-dire que le cas où... Moi, mon point n'est pas forcément juridique ou même pénal. C'est que quel est le mandat et le poids politique d'Adrien Quatennens par rapport à ce qu'il incarnait? C'est-à-dire qu'Adrien Quatennens s'est fait élire par des électeurs qui sont très à gauche, qui sont très portés, qui ont une opinion très précise sur les questions de société, sur les sujets économiques, etc. Et est-ce qu'Adrien Quatennens est toujours en capacité de pouvoir porter cette voix-là à l'Assemblée nationale? Toutes les majorités. Quel était le mandat de l'hémicycle sous Nicolas Sarkozy après 6 mois? La réalité, pas grand-chose. Leur mandat était simple, c'était de soutenir le président Nicolas Sarkozy. Comme le mandat de la majorité présidentielle lors de Macron, lors de dans ce cas, c'est Nicolas Sarkozy qui aurait dû démissionner, comme Emmanuel Macron, après un certain nombre de revers qui les ont conduits à changer de pied. C'est pour ça qu'on n'est plus en France gaulliste. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci William Tay, merci Benjamin Morel.